Bonjour messieurs, nous sommes le 14 mai 2024. Je suis ravi de faire cet épisode à chaud de Comptoiria pour réagir dès que possible au Spring Update de OpenAI qui a eu lieu hier soir à 19h. Une petite conférence super sympa qui s'est tenue dans les bureaux d'OpenAI avec des annonces assez extraordinaires. On parle que de ça depuis hier. OpenAI a annoncé GPT-4o. O pour omnicanal. Il peut raisonner avec la voix, la vision, le texte. Il est 2 fois plus rapide, 50% moins cher, une capacité d'utilisation 5 fois plus élevée que GP4 Turbo et il va être disponible pour tous les utilisateurs gratuits et via l'API. Le modèle vocal peut détecter les émotions, générer des voix sur des tons différents. La fonctionnalité de vision de l'écran va être folle. GPT-4o va rendre tout le monde développeur senior dès sa sortie, parce qu'il analyse à la vision tout ce qu'on fait sur son ordinateur. Il nous donne les meilleurs conseils. ChatGPT était déjà le couteau suisse du touriste. On va aller beaucoup plus loin avec la traduction instantanée. L'accessibilité peut être le maître mot de cette sortie, de cette annonce de ChatGPT 4o. Alors attention, donc il est disponible déjà en France depuis hier, ça c'est incroyable. Les fonctions voix sont pas encore disponibles. Tout le monde nous dit depuis hier que Scarlett Johansson devrait toucher des royalties. Ça va être très marrant, on va en parler. Laurent, tu es un des premiers en France à passer ton temps à expliquer à tout le monde ils ne peuvent pas savoir ce que c'est ChatGPT s'ils n'utilisaient pas la version 4 de ChatGPT, mais seulement la version 3.5. Attention, je pense que ça va beaucoup changer. Donc, qu'est-ce que c'est ChatGPT? On a vu que toutes les communications cryptiques de Sam Altman, quand il donnait des indices sur dire que quelque chose allait se passer sur la voix ou GPT 2.0, ben, c'était pas des mythos, mais qu'en fait c'était vrai et qu'il faisait des vraies annonces. Donc, ça nous permettra de décrypter un petit peu dans le futur ces annonces. Le desktop, ça va être incroyable, cette application desktop. C'est le film Heure, on y est aussi. Qu'est-ce que ce n'est pas? C'est pas un agent encore. Ce n'est pas encore GPT-5 non plus. Aujourd'hui, on parle que de ça. Il y a Google I.O. Attention, ça va être difficile pour Google de faire des annonces aussi importantes. Anthropic vient de se lancer en Europe. On va dire qu'on s'en fout un petit peu. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Messieurs, quel est votre sentiment à chaud sur cette annonce, sur ce lancement de GPT-4o de OpenAI lors du Spring Update? Tariq, à toi peut-être? Non, je trouvais ça très intéressant. Je l'ai joué avec ce matin. C'est un peu moins rapide que dans la démo. Il y a plein de questions qui se posent dans l'interaction avec la voix. On va y venir, mais déjà, la première chose que je trouve intéressante, c'est que cette conférence, il n'y avait pas Sam Altman. On a remis Mira en tête de pont. C'est elle, la chef produit. C'est une annonce produit. C'est vrai que, on attendait du search, on attendait aussi, GPT-5 et on attendait un deal avec Apple, peut-être pour, booster Siri avec, GPT. Il y avait rien de tout ça. Les choses intéressantes, je trouve, c'est que le modèle qui est utilisé de freemium est, à mon avis, assez génial parce qu'aujourd'hui, l'idée de dire que si tu ne payes pas, tu avais une version dégradée du produit, donc tu n'étais jamais exposé à la version du produit, full capabilities, comme on dit. Et donc, cette idée de limiter les tokens, mais de donner aux gens un goût, va, à mon avis, augmenter la conversion. Ça montre aussi qu'ils ont besoin assez rapidement d'augmenter leur conversion. L'autre chose qui est intéressante, c'est que les émotions deviennent en fait une donnée analysable par la machine. Donc, à la fois la respiration, mais le ton de la voix. Donc, on sent que les choses vont évoluer là-dessus et que ça va devenir un nouvel outil de mesure entre la machine et l'humain. Mmh. Et puis l'autre chose qui est fascinante, et ça, je terminerai là-dessus, c'est que l'idée d'une caméra qui est allumée en permanence et avec laquelle tu peux interagir, ChatGPT, alors aujourd'hui c'est la caméra du téléphone. On peut imaginer que demain, les AirPods de prochaine génération auront une caméra intégrée, donc on est capable en permanence de faire du co-brainstorming. Est-ce que j'ai vu là? Qu'est-ce que tu penses de ça? Avec Mmh. son AI personnel. Donc, c'est intéressant, il y a des pistes intéressantes en termes de produits. Bien sûr. Merci beaucoup Tariq. Passons rapidement, donc vraiment en 2 mots, hein, vos premières impressions et après on détaillera un petit peu. Briva, à toi. Yes,
moi, j'aimerais citer un tweet de Paul Graham il y a quelques mois qui avait dit qu'on va mettre 2-3 ans à découvrir juste l'impact, à se rendre compte de l'impact que va avoir GPT-4. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une évolution du modèle en tant que tel, c'est une question d'optimisation. Ça veut dire qu'il y a des choses qui n'étaient pas possibles dans le passé avec les vitesses d'inférence de GPT-4 qui deviennent possibles parce que le modèle est beaucoup plus rapide, beaucoup plus multimodal, beaucoup plus rapide. Et rien que sur cette intégration verticale, ça va permettre de faire des choses. Mais je trouve ça assez habile de la part d'OpenAI qui noie un petit peu le poisson parce que sur le modèle fondamental, il n'y a pas de réelle évolution. Par contre, les usages vont potentiellement exploser parce que ça permet de faire des applications qui n'étaient pas possibles dans le passé. Et en sous-jacent de ça, il y a toujours le débat sur est-ce que les futures itérations de GPT vont continuer à scale, entre guillemets, parce que pour moi, c'est le topic de cette année. Et jusqu'à présent, on n'a pas, en tout cas, le début d'un truc comme ça. Mais par contre, je pense que fondamentalement, une fois qu'on aura réussi à rendre ces modèles-là quasiment instant, complètement multimodal, on va rentrer dans une nouvelle ère de produits. Et je pense que ça, on a vu 5% du potentiel de cette génération de modèles actuels. Merci beaucoup, Briva. Laurent, merci beaucoup d'être ici. Quel est ton sentiment? Alors, d'abord, ce qui est très surprenant avec le modèle, c'est qu'il est beaucoup plus rapide que l'ancien. J'ai été très frappé de l'instantanéité, même si on n'a pas toutes les dimensions Omni encore en Europe et qu'on ne On a peut pas l'impression de avoir. faire du grok. Exact. On a l'impression d'être vraiment en temps réel et ça, c'est très troublant. Ça augmente la dimension Heur avant même qu'on ait les dimensions audiovisuelles qu'on va avoir dans quelques semaines. Ça pose un énorme problème. On a déjà, avec la version GPT-4 traditionnelle, on a pu montrer que la manipulation des gens était très facile et que ce qui est extraordinaire, GPT-4 arrive à changer l'opinion des complotistes et notamment des platistes, ce que les humains ne savent pas faire, ce qui est très troublant. C'est-à-dire de penser que GPT-4 peut changer l'opinion d'un complotiste dans des études très sérieuses, c'est très troublant et ça montre la manipulabilité de tout le monde. Donc je pense que ces outils vont avoir un impact psychologique très très important dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences. Puis la deuxième idée qui vient à l'esprit, c'est que il y a quand même un plafond de verre au-dessus de GPT-4. On plafonne, tout le monde converge vers un modèle GPT-4-like. Mais au-dessus, le training est très compliqué. Il semble bien que de dépasser les 1000 à 2000 milliards de paramètres de GPT-4, c'est compliqué. On pense que le training de GPT-5 a débuté en décembre. On est quand même mi-mai. Ça fait déjà 5 mois, 5-6 mois, et on n'a toujours pas GPT-5. Ça veut dire que dépasser le seuil de quelques milliers de milliards de paramètres, c'est très compliqué pour le training. Peut-être que ça donne des résultats médiocres. Peut-être que c'est trop consommateur de puissance pour aller significativement plus loin. Peut-être qu'il y a un vrai plafond de verre conceptuel au-dessus de GPT-4. En tout cas, l'enseignement qu'on peut tirer d'hier, c'est que on a sorti une version Omni parce qu'il n'était pas possible de sortir GPT-5 à ce stade. Et ça a des conséquences à moyen terme importantes. Le chemin vers l'AGI est peut-être plus compliqué que prévu. Donc faire Her, c'est vachement fastoche. Mais de faire une AGI, ça semble un peu plus compliqué qu'on pouvait le penser il y a 6 mois. Génial, merci beaucoup Laurent. Donc en effet, on a GPT-4 quand même depuis un an. On appelle ça aujourd'hui omnicanal. Il l'appelait multimodalité sur GPT-4. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Laurent, sur les capacités de persuasion de ces modèles. Je pense que ça va être troublant et dangereux. En revanche, on n'a pas vu grand-chose sur la personnalisation, pour le coup. Donc, super intéressant. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que GPT-5 ou une version sous un autre nom va sortir dans les mois qui viennent? Ça va être un énorme enjeu. Merci beaucoup Laurent pour ton analyse. Gilles, en direct de la gare, merci beaucoup d'être là parmi notre team d'experts IA Rockstar. Merci pour l'invitation, Nicolas. Mais écoutez, moi, en fait, ce qui m'interpelle, c'est cette sensation de rentrer de plus en plus dans une réalité qui relevait de la science-fiction il y a encore pas si longtemps. On cite le film Her, c'est un film qui n'a que 10 ans, hein, finalement, c'est pas si vieux à l'échelle du cinéma. Et ce qui me pose aussi question, alors indépendamment de l'effet
euh, impressionnant des vidéos qu'on a pu voir hier. De toutes les vidéos, je ne sais pas si vous les avez toutes vues, mais il y en a quelques-unes que j'ai trouvées assez impressionnantes. Moi, ce qui me questionne, c'est comment dire, donc l'émergence d'une nouvelle entité avec laquelle on va pouvoir interagir de manière humaine, de manière fluide, et on va un petit peu commencer en fait à brouiller un petit peu les pistes pour une large partie de la population. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant. Voilà, et qui ouvre beaucoup de pistes et beaucoup de questionnements. Merci beaucoup, Gilles. Messieurs, à tour de rôle, très rapidement, une application que vous avez vue en démo ou que vous imaginez qui vous semble extraordinaire suite à cette sortie. Tariq, à toi? Ben, moi, je trouve que la relation qui existe et j'allais dire, la complicité que l'on peut construire avec l'application est intéressante. Je dirais que ce qui est fascinant, c'est que le modèle des applications telles qu'on les connaissait sur l'iPhone, tout est basé sur l'addiction, c'est-à-dire comment faire pour que la personne revienne en permanence, donc toutes les techniques de design, de construction, de design, d'addiction. Alors que dans une logique de conversation conversationnelle, qu'elle soit d'ailleurs textuelle, visuelle ou auditive, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est la complicité avec l'entité, je vais l'appeler comme ça, qui a de la valeur. Et moi, évidemment, j'ai toujours un problème avec l'anthropomorphisme, c'est-à-dire cette idée que si la voix qui était utilisée était un peu sexy, un peu complice, elle peut perturber des gens. Ce que disait tout à l'heure Laurent est intéressant, perturber des gens qui sont pas forcément capables qui ont peut-être besoin aussi à la fois d'amour, d'attention et de choses comme ça. Et donc, moi, je trouve ça fascinant. C'est-à-dire que la manière dont on va designer des applications multimodales n'a plus rien à voir avec la manière dont on va designer des applications sur téléphone. Excellent. Brival, une application qui t'intéresse? Moi, il y a un use case qui m'intéresse vraiment, c'est justement la capacité, c'était dans une des démos hier, c'est la capacité à regarder un écran et à interagir directement avec une IA. Et ça, je pense que si on prend par exemple le marché de l'éducation sur apprendre aux gens à utiliser des logiciels, je pense que dans le futur, quelqu'un qui par exemple découvre Adobe Premiere pour la première fois va avoir une sorte d'expert avec 180 QI au-dessus de sa tête qui va pouvoir l'aider et le guider. Évidemment, la next step à ça, c'est de pouvoir laisser l'IA prendre le contrôle de l'écran. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est pas possible si on n'a pas du real time. Nous, on avait commencé avec l'Audis à jouer un petit peu avec ça il y a quelques mois sur GPT Vision, où c'était possible de passer une trentaine de frames de vidéo, mais il n'avait pas tout le contexte. Donc là, potentiellement, le jour où c'est possible de lui passer des flux de vidéos et de pouvoir interagir avec l'IA, on peut imaginer avoir vraiment un expert, lui feed toute la documentation sur un sujet X ou Y et avoir une IA un peu omnipotente sur un topic qui va aider la personne. Et ça, je pense qu'on ne se rend pas compte encore des conséquences que ça va avoir, notamment sur l'éducation. Je pense que ouais, ça c'est un des usages les plus fous que je vois à court terme, et ça va débloquer énormément de choses. Super intéressant. Donc un tuteur à nos côtés qui peut nous assister, faire plein de choses à notre place. Laurent, je pense que GPT-4o ne va pas nous rendre immortels, mais qu'est-ce qui peut nous permettre de faire? Moi, je suis d'accord avec Tariq. Le plus troublant, c'est l'interaction real-time avec des émotions, c'est Her. Alors, je pense que les gens comme nous, on va se lasser beaucoup de la voix, ça va être un peu lourd, ça va nous amuser 5 minutes, mais je ne crois pas qu'on va discuter pendant 8 heures de suite avec Her, avec Samantha. En revanche, les gens un peu âgés, les gens isolés, les gens en état de misère sexuelle, les gens qui n'ont pas assez de sous pour emmener une éventuelle copine au restaurant, et il faut pas oublier qu'il y a des millions de gens un peu âgés, isolés, qui n'ont pas beaucoup de sous, qui n'ont pas forcément un grand pouvoir de séduction et qui sont très seuls. Des gens déprimés par la solitude, ça représente en France entre 5 et 10 millions de personnes minimum. Je pense que ces gens-là vont devenir complètement addicts à ce schéma-là
et que le potentiel de manipulation politique, affective, économique va être immense. C'est-à-dire qu'une fois que les gens ont une relation affective avec Samantha en 2025 ou en 2030, comment on évite qu'ils soient manipulables, qu'on leur pique leur pognon, qu'ils soient sous perfusion permanente de dopamine avec des états de manque graves quand Samantha s'absente, comme dans la fin du film Her. Je pense que ça va être un énorme problème, surtout que ça va toucher des populations fragiles psychologiquement, qui seront relativement facilement manipulables. Moi, ma crainte, au-delà des applications formidables dont parlait Brival, évidemment, c'est que des complotistes, des gens mal intentionnés, des manipulateurs arrivent à bousiller l'opinion publique. On a vu ce qui s'est passé pendant l'ère du Covid, avec des outils aussi puissants. La manipulation de l'opinion publique à grande échelle est possible. D'ailleurs, il y a 10 jours, Sam Altman a dit que sa plus grande crainte, c'était pas l'AGI qui extermine l'humanité. Sa plus grande crainte, c'est la manipulation politique par des avatars d'IA individualisés et convainquant les électeurs un par un avec des éléments de langage déterminés par IA et s'adaptant parfaitement à la personnalité de l'autre. On commence à en voir les prémices avec des IA qui comprennent l'intonation de nos voix, qui vont interpréter les mouvements de notre visage. Comment on contrôle la manipulabilité de l'opinion globalement, de la société et des individus à l'échelle individuelle? Ça va être une vraie question parce que là, on est au tout début, on est aux prémices. On Est-ce- imagine la puissance d'un tel outil en 2030-2040. Oui, tout Nicolas, à est-ce fait, que je Laurent. peux juste faire juste un Oui, petit... bien sûr. Bien sûr, Alors, Tarek. mais ce que je trouve intéressant dans les conversations qu'on a eues, c'est qu'on voit que l'IA, alors moi je suis vraiment rentré dans le rabbit hole de GPT-4 il y a un mois. Moi, comme Romain m'a dit, l'autre Romain m'a dit, il faut absolument que tu le testes pour écrire, pour coécrire. Et je trouve qu'il y a deux visions aujourd'hui qui s'affirment. Il y en a une dans la productivité et dans les outils. Moi, ce que je trouve fantastique avec GPT-4o, là, je l'ai utilisé depuis ce matin, c'est la vitesse. Et surtout, je pense qu'ils ont augmenté le scope de texte que l'on peut utiliser. Donc, ça devient finalement assez proche de ce que fait Claude. Mais il y aura un autre impact qui est un impact consumer, dont parle justement Laurent, et qui inquiète Apple, puisque c'est normalement leur domaine réservé, le consumer, sauf qu'ils n'ont pas le produit. Siri est basé sur des technologies symboliques, donc sur des choses qui sont malheureusement plus à jour. Et, et il va y avoir une divergence, à mon avis, entre ces deux types de choses. Donc, en tant qu'outil de productivité, de coproductivité plutôt, c'est fantastique tout ce qu'on a dit, que ce soit pour les tuteurs, toutes les options qu'on a vues, le code. Et en termes d'interaction, donc de chat, je pense que ça va devenir un produit à part entière. C'était juste, mais qui devient donc avec une volonté de consumer. On paye non pas pour avoir de l'intelligence, mais puis finalement pour avoir quelqu'un à qui parler, intelligent, qui peut nous raconter des choses et nous expliquer des choses de temps en temps. Voilà, Très c'était. intéressant. Très intéressant. Mais donc, je pense que ça a changé quand même le profil de ce qu'on voyait avec ChatGPT. Et la Continuons. valorisation. Et la valorisation, certainement. Gilles, ton point de vue sur l'application la plus marquante que tu imagines à 12 heures après l'annonce. Hein, donc, Non, mais c'est ce que disait tout à l'heure dans Tarek et Brivel, c'est-à-dire, moi j'imagine en fait un device qui peut être par exemple des lunettes, type des lunettes Meta, là, des Ray-Ban Meta, équipées de ChatGPT-o, avec une petite oreillette, et qui pourrait complètement en fait nous augmenter, nous transcender tous dans toutes nos actions, quelles qu'elles soient, que ce soit de l'apprentissage, que ce soit du travail, que ce soit enfin n'importe quoi. Et c'est là où moi je vois des possibilités qui sont assez fascinantes en termes de potentiel d'augmentation de l'humain. Et après, par rapport à ce que disait Laurent sur les populations qui peuvent être beaucoup plus sensibles à l'aspect relationnel, je crois que c'est déjà en cours. Si on en croit les chiffres,
les chiffres d'affaires que font les startups qui vendent des boyfriends et des girlfriends virtuels, notamment en Asie du Sud-Est, je pense à la Corée du Sud. Je crois que les chiffres cartonnent dans des pays qui, paradoxalement, ou paradoxalement ou pas d'ailleurs, ont des chiffres de natalité qui sont en chute libre. Donc ça aussi, c'est en fait un sujet assez intéressant. Voilà, mais pour le reste, je pense que vous avez dit l'essentiel. Ok, merci beaucoup Gilles. Messieurs, pour une dernière question, un dernier tour pour finir, c'est est-ce que donc OpenAI vient de reprendre une avance extraordinaire sur le marché? Est-ce qu'ils viennent de changer complètement la donne? Est-ce que l'open source va arriver dans la foulée? Comment vous voyez ça arriver? Tariq? Ben, en fait, on a un jeu. Bon, déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans l'IA, ce qu'on appelle l'IA générative, la plupart des investissements, c'est les big tech, hein. On a en gros 4 boîtes qui ont des modèles financés par les big tech. Il y a évidemment OpenAI par Microsoft, Google avec lui-même, Facebook avec lui-même, et on peut dire qu'Amazon est en train de prendre le lead sur Claude. Et puis il reste des indépendants, Mistral, Databricks et quelques autres modèles open source. Moi, ce que je trouve très intéressant avec ce que fait OpenAI aujourd'hui, c'est qu'il y a à la fois Microsoft essaye de montrer qu'ils ne sont pas inféodés, entre guillemets, techniquement à OpenAI. Ils commencent à sortir leur propre modèle. Ils ont une divergence de point de vue sur Copilot. Et de la même manière, j'ai le sentiment qu'OpenAI est en train de montrer une forme d'indépendance en disant que nous avons vocation à devenir une entité consumer avec des options de productivité, parce que l'AGI Lite de GPT-4, on ne sait pas si c'est purement consumer ou entreprise ou entre les deux, et donc ça demande une nouvelle réflexion. Et je pense que l'avance produit qu'a OpenAI va être complexe à organiser dans le monde de l'open source, parce que dans l'open source, évidemment, il faut du compute, il faut faire tourner ça, et le compute aujourd'hui, c'est ce qui est le plus dur avec le talent à trouver, à mon avis. Évidemment. Merci beaucoup Tariq. Briva? Je suis assez d'accord là-dessus. Je pense que ChatGPT, quoi qu'on en dise, reste un produit d'early adopter. Évidemment, il y a beaucoup d'early adopters parce que on est tous dans la tech, etc., etc. Mais je pense qu'on est quand même assez biaisé par le fait que le commun des mortels a toujours le syndrome de la page blanche, d'arriver sur un chatbot. Ça peut être assez perturbant et on se rend compte qu'il commence à avoir des études. C'est Laurent qui m'en avait partagé une sur le fait qu'il y a beaucoup de gens dans les sociétés qui se retrouvent un peu bêtes devant ChatGPT parce qu'ils ne savent pas comment l'utiliser. Et je pense fondamentalement que la valeur va pas se créer. Moi, mon avis, en tout cas, à 5-10 ans, c'est que la valeur ne va pas se créer sur la couche des LLM. Je pense que si les LLM reste l'architecture la plus utilisée, je ne pense pas que ce sera là où la valeur sera créée. Je pense qu'on va atteindre de toute façon une sorte de plateau, que ce soit GPT-5 ou les futures itérations, et la valeur se créera sur les applications concrètes au-dessus, donc les produits. Et ça prend toujours du temps. J'aime bien citer, il y a une anecdote assez marrante sur entre l'arrivée de l'iPhone et l'arrivée du pull to refresh, il s'est passé 3 ans. Et aujourd'hui, on le voit sur les applications, les gens commencent à essayer de trouver des nouvelles manières de créer du produit. On a eu les applications desktop, ensuite on a eu le mobile. Et là, aujourd'hui, on rentre dans un nouveau cycle de 10 ans qui a démarré il y a 1 an et demi. Et je pense qu'on commence justement à voir des nouveaux usages. Et ça, évidemment, c'est les nouvelles UX, c'est les nouvelles manières de penser. Et je pense que ça va prendre du temps, mais je pense réellement que la valeur sera créée à cet endroit-là et pas sur la couche des LLM. Donc, une fois qu'un plateau est atteint, une fois que les sujets d'optimisation, parce qu'une fois que c'est real-time, gagner 10% de plus, c'est pas ça qui sera game changer. Ce qui sera game changer, c'est la distribution, le marketing à mon produit, enfin, la somme de beaucoup de choses qui fera qu'une vraie défensabilité et le fameux moat se créera, quoi. Merci Briva. Merci beaucoup Briva. Laurent, un dernier commentaire sur l'avance d'OpenAI ou l'arrivée peut-être de GPT-5 par la suite? Alors, je crois qu'on a fondamentalement deux hypothèses. Soit il y a un plafond de verre proche, comme le pense un peu Brival, et finalement le LLM devient une commodity et ce sont les applicatifs dans lesquels il y a de la valeur. Soit Sam Altman a raison, contrairement à Brival,
Et GPT-5 est beaucoup plus intelligent que GPT-4, GPT-6 beaucoup plus que GPT-5, et il n'y a pas de plafond de verre avant GPT-7 ou GPT-8, comme Sam Altman l'a expliqué la semaine dernière. Et dans ce cas-là, eh bien, la valeur, elle est à la frontière de l'AGI, et les applicatifs meurent les uns après les autres et sont remplacés par la nouvelle version de ChatGPT ou de ses équivalents. Là-dessus, il y a une grosse incertitude. Et puis la deuxième énorme incertitude, c'est modèle centralisé ou open source, en sachant qu'il y a deux types d'open source. Il y a l'open source à la Meta, gigantesque, et puis il y a l'open source à la Mistral, partiellement indépendant des GAFAM, et même s'il y a quelques liens de dépendance maintenant avec Microsoft. Y a-t-il de la place pour les petits modèles d'open source si on se rapproche de l'AGI et si les besoins en GPU sont en dizaines de milliards de dollars? La question est ouverte. On souhaite tous qu'il y ait de la place pour de l'open source indépendant. C'est peut-être une prophétie et pas forcément une prophétie autoréalisatrice. Est-ce que je peux me permettre juste une Merci petite beaucoup, Laurent. remarque, Nicolas? Bien sûr, Tariq, vas-y. En fait, bon, comme tu le sais, moi j'ai toujours cru, ou en tout cas j'espère un jour que les appareils que nous avons tous dans la main seront suffisamment puissants pour faire tourner une IA locale. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que l'avantage de l'open source, c'est qu'il va permettre un ensemble de tâches très spécifiques de productivité, de pouvoir tourner localement sur le téléphone, que ce soit résumer les textes, les reformaliser, les traduire, etc. etc. Mais plus je voyais la démo, plus je me disais, j'ai envie de ce produit. Évidemment, j'en ai envie depuis Star Trek Next Generation et Computer. J'ai envie d'avoir une intimité, de construire une intimité avec une machine qui me connaît suffisamment bien pour que je lui livre mes secrets les plus intimes, mes données les plus intimes et qu'elle m'aide à les réorganiser pour que je sois efficace. Mais plus je vois ça, plus j'ai envie que ce soit quelque chose que je contrôle sur mon téléphone, que quelque chose qui soit vendu as a service. Et donc se pose la question pour moi de savoir si le contre-modèle d'OpenAI, c'est la capacité de faire tourner ça localement. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce sera possible? Qui sera capable de le faire? Qui a envie de le faire? Et ça, c'est pour moi une question importante. C'est est-ce que c'est un outil pour nous ou est-ce que c'est un outil qu'on nous loue tous les mois? Et c'est ça qui me taraude en ce moment. Alors, je peux rajouter juste 10 secondes. Je suis d'accord avec Tariq, mais quand on voit qu'OpenAI et Microsoft se proposent de construire un data center à 100 milliards de dollars, on a du mal à penser qu'un petit modèle en edge computing local puisse atteindre le niveau d'AGI, voire au-delà, que ces gigantesques data centers qui vaudront des centaines de milliards à terme pourront obtenir. Je ne suis pour qu'il y ait des modèles d'edge qui puissent fonctionner, il y a une condition. Il faut qu'il y ait un arrêt de la progression de la technologie. Sinon, les modèles construits sur d'énormes clouds seront bien évidemment plus proches de l'AGI et seront supérieurs aux petits modèles qui tournent avec la puissance, même si elle est croissante, de notre téléphone portable. Donc effectivement, souhaiter un modèle Edge, c'est penser que la techno va s'arrêter entre ici et l'AGI. Je ne suis pas sûr que ce soit réaliste. Oui, bien, très bon point, Laurent. Gilles, à toi. Eh ben, écoutez, moi j'ai moins d'expertise que mes illustres collègues sur ces questions LLM, voilà, en fait, open source ou pas. Donc là-dessus, ben moi j'ai pas trop de choses en fait intéressantes à vous partager, si ce n'est que pour finir, je dirais que ce qui me fascine aussi, moi, c'est d'avoir le sentiment d'abolir les couches entre l'homme et les couches de communication, enfin, en tout cas les obstacles plutôt de communication entre l'homme et la machine. Avant, il y avait le code, après il y a eu le no-code, et ben là il y aura le langage. Et je pense que avant qu'on fasse de la télépathie, c'est sans doute le plus efficace qu'on pourra faire. Et c'est déjà assez spectaculaire comme ça. Merci beaucoup, Gilles. J'ai l'impression, messieurs, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire ça, que d'une certaine manière, avec cette annonce de GPT-4o, on rentre quand même dans une nouvelle ère technologique?
c'était probablement l'idée d'OpenAI, c'est de montrer au reste des acteurs que c'est eux qui définissent l'agenda futur. Et là, on rentre dans Et là, l'ère produit. et tu as raison, Tariq, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus vraiment de compétition ou d'écart de 6 mois entre un modèle open source et un modèle closed source. C'est si tu définis l'agenda et le produit, tu fais ce que tu veux. Laurent, ton feeling pour clôturer? Je pense que la bataille ne fait que commencer. Je pense qu'il y aura un avantage aux gros modèles propriétaires et à l'architecture Llama X, car Mark Zuckerberg, qui est quand même le plus visionnaire de tous, a l'intention de mettre des sommes folles et de pousser vers les gros modèles d'open source. Donc je pense que la guerre technologique ne fait que commencer. Je pense que l'avance d'OpenAI, elle est modeste. Je pense qu'après l'épisode ridicule wokiste de Google Gemini avec Louis XV représenté tout noir de peau, Google commence à comprendre qu'il faut arrêter de s'endormir, faire passer l'intelligence informatique avant les délires wokistes. Je pense que le réveil est en cours et que Google va se remettre à travailler. Donc je pense que le jeu est extrêmement ouvert et il n'y a en fait que 6 à 8 mois d'écart entre GPT-4, 4o et puis les suiveurs. La position de l'open source indépendant à la Mistral est plus compliquée puisque d'arriver à avoir une version omnicanal pour les petits modèles open source, même s'ils sont très malins, c'est compliqué, ça nécessite beaucoup d'argent que les petits modèles open source n'ont pas forcément. Anthropic étant dans une situation intermédiaire entre Mistral et puis les grands modèles. Donc je crois que le jeu est très ouvert. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on devrait se rapprocher assez vite de l'AGI, pas forcément de l'atteindre dans toutes les dimensions cognitives humaines, mais qu'on devrait s'en approcher ou en tout cas le simuler, et que derrière, c'est en fait une étape de plus vers l'hybridation. Je ne sais pas jusqu'où ira cette hybridation entre la machine et l'intelligence humaine. Est-ce que la société acceptera le jour où ce sera au point l'augmentation par des dispositifs Neuralink qui serait une forme d'hybridation plus importante? Est-ce que la société acceptera notre remplacement par l'IA comme Larry Page, le fondateur de Google, le souhaite, ce qui a été d'ailleurs la raison du divorce intellectuel et amical entre Larry Page et Elon Musk à partir de 2015. Est-ce que la société acceptera que l'IA devienne, après une phase d'hybridation, notre successeur au lieu d'être notre domestique? Je n'en sais rien. En tout cas, on rentre avec ce modèle Her-like, on rentre dans une phase réellement assez vertigineuse de questions civilisationnelles, anthropologiques, philosophiques et politiques. Si je peux me permettre. Oui. Vas-y, Tariq. Ouais. Non, Laurent l'a cité, Zuck et Facebook, et je pense qu'il faut pas, à mon avis, oublier le fait que Facebook, c'est la dernière trillion-dollar compagnie avec Nvidia qui est possédée par et dirigée par son fondateur. Donc, il a une vision assez ambitieuse là-dessus. Et ce que je trouve intéressant, c'est que on se retrouve un peu à l'époque des réseaux sociaux où vous vous rappelez quand Google avait essayé de faire Google Plus et c'était complètement planté parce qu'ils n'avaient pas du tout compris la manière dont le système fonctionnait, dont le produit n'avait pas le bon produit. Ils avaient les bonnes technologies mais pas le bon produit. Je crois que ce qu'OpenAI a montré aujourd'hui, c'est qu'ils ont la bonne approche produit pour régler ces problèmes. Alors ces problèmes amènent énormément de nouveaux problèmes. Je pense que ce qui est fascinant, c'est que l'IA Act, d'une certaine manière, n'a pas du tout anticipé le multicanal et les nouvelles technologies dont on va voir quelques Donc, on est pourcents. tous d'accord là-dessus. Mais je voulais juste dire deux choses. C'est que, tout à l'heure, je crois que Gilles parlait des lunettes OpenAI. Moi, je pense que ça devient un produit viable dans les 2 ans qui viennent. Et c'est probablement quelque chose qu'il pourrait faire avec Snapchat. Vous savez que Snapchat travaille déjà un outil qui s'appelle MyAI avec plusieurs millions d'abonnés. Et maintenant, les gamins utilisent ça, par exemple, quand
ils veulent écrire un SMS de rupture à leur petite amie ou petite copine, ils utilisent ce genre d'outils. Donc, il y a déjà une partie consumer qui est en train de se structurer. Et ensuite reste la question de la productivité en entreprise. Et là, c'est existentiel pour Microsoft, évidemment. C'est existentiel pour Google également. Ça l'est moins pour Facebook. Et donc, je pense que le concurrent naturel de cette nouvelle version de GPT, ça va être Facebook. Et on n'en est qu'au tout début. Et à mon avis, ça va être très intéressant. Je reviens Ça va juste sur être, ça une va être passionnant. dernière chose, c'est qu'on est quand même... On dit souvent qu'on est dans une bulle dans l'IA, et je pense que ce n'est pas le cas pour deux raisons. C'est que on n'a pas assez de processeurs pour faire ce que l'on veut, donc les gens sont obligés de travailler en optimisation, et on n'a pas assez d'énergie pour alimenter les modèles. Donc on est obligé aussi de se restreindre à une forme de frugalité à cause je dirais des données géopolitiques du moment. Et dernier point, Tariq, est-ce que la société est prête? Est-ce qu'en fait, GPT-5 n'est pas déjà prêt, tu vois, et que d'une certaine manière, OpenAI temporise un petit peu avant de le lancer dans la société? Merci à tous. Brival, le mot de la fin en 2 mots. Mot de la On a fin, pas le temps. moi, je suis assez d'accord avec Tariq. D'ailleurs, moi, j'ajouterais Musk dans cette combinaison sur les gens qui vont inventer le futur de l'AI. J'ai une théorie là-dessus. Je pense que les boîtes qui sont plus détenues par leurs fondateurs historiques, ou alors, où les fondateurs historiques sont partis, ce qui est le cas de Google, je pense que c'est compliqué d'inventer le futur quand on est un gestionnaire. Et quoi qu'on en dise, aujourd'hui, Tim Cook, Sundar Pichai et toutes ces têtes qui sont à la tête de ces boîtes-là sont plutôt des gestionnaires que des entrepreneurs. Et j'ai beaucoup plus de conviction sur la capacité à changer le monde de Musk et de Zuckerberg que toutes les autres boîtes. On vient de le voir peut-être avec la dernière pub sur l'iPad, Brival. Ouais. Est-ce que c'est le début du déclin alors qu'on est tous fans de ces produits Apple? Messieurs, merci beaucoup. Merci d'avoir réagi à chaud sur cette sortie de GPT-4o historique. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. Merci.